Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes en direct au Moulin de la Blise. Alors là, nous sommes à l'air de pique-nique, en train de nous rafraîchir, parce qu'il fait vraiment un temps hyper chaud aujourd'hui. Il fait environ 35 ou 36 degrés. Mais je crois que ça va un peu descendre à partir de lundi ou de dimanche, ou de mercredi. Alors là, nous allons vous montrer, faire une petite promenade sur le Moulin de la Blise. Et ce jardin des faïenciers. Alors comme vous pouvez voir là, il y a l'air de pique-nique où vous pouvez venir pique-niquer. Et là, vous voyez un peu les jolies fleurs du jardin des faïenciers. Et là, c'est surtout bien pour s'y promener quand il fait chaud parce qu'il y a de l'ombre. C'est qu'elle est vraiment magnifique. Et là aussi, vous avez même des bancs où vous pouvez vous asseoir quand il fait vraiment chaud pour rester le maximum à l'ombre. C'est qu'elle est vraiment magnifique. Et là aussi, vous avez un maximum d'ombre parce qu'il y a les arbres qui protègent. C'est qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous allez voir la jolie sarre du Moulin de la Blise. Alors comme vous pouvez voir, là, elle est un peu descendue parce qu'il a fait super chaud ces derniers temps. Et là, comme vous pouvez voir, on peut même emmener une glacière avec quand il fait chaud avec de l'eau et se mettre sur l'air de pique-nique ou sur un banc à l'ombre. C'est qu'elle est vraiment magnifique.
Et là, je vais vous montrer un peu les fougères aussi, qu'elle est vraiment magnifique. Et même là, vous voyez de jolies plantes. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Et même là, vous avez un peu de l'ombre sous les arbres, ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, comme vous pouvez voir, il y a aussi de l'ombre sous les arbres. Et on peut même voir les décorations de wagons. Ce qu'elle est vraiment jolie.
Et là, vous voyez même une genre de mosaïque qui a été faite avec des bouts de porcelaine, ce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, vous voyez aussi un genre de petit jardin qui est le jardin sans limite, où il y a vraiment des jolies fleurs, ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors comme vous pouvez voir, la cascade ne coule toujours pas parce que l'eau est encore pas assez montée, je crois, pour la grande cascade. Et vous pouvez même voir qu'il y a un tronc qui est tombé au milieu dessus. Alors je sais pas si c'est le tronc qui bloque la cascade ou s'il faut plus d'eau ou s'il faut qu'il dégage tous les arbres avant. Portes ouvertes. Fermeture des portes. Deuxième étage.
Et là, vous pouvez même voir une fontaine à disposition où vous pouvez venir remplir votre bouteille d'eau gratuitement ou votre gourde. Alors, comme vous pouvez voir là, il suffit juste de mettre la bouteille en dessous. Et après là, je crois que vous pouvez appuyer sur le bouton là pour l'eau froide. Et ça, c'est pour l'eau tiède. Alors nous, on va mettre de l'eau bien froide. Alors, comme vous pouvez voir, on peut remplir l'eau gratuitement quand il y a des jours où il fait chaud, pour que ça évite d'aller en acheter. Ce qu'elle est vraiment magnifique. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une magnifique fontaine aussi. À eau. Et des fois, ils mettent même des gobelets dedans. Alors là, malheureusement, il n'y en a pas. Pour ça, je vais un peu remplir la bouteille. Portes ouvertes. Fermeture des portes. Rez-de-chaussée. Et là, nous allons écouter le texte du Moulin de la Blise. Saargemünd war, als Grenzstadt und von einem schiffbaren Fluss durchquert, für die industrielle Revolution wie geschaffen. Ab Beginn des 19. Jahrhunderts sind die Grundbesitzer und die Landbevölkerung dem Lockruf der Dampfmaschinen gefolgt. Sie wurden Industrielle und Arbeiter. Zusammen haben sie die Fayence-Manufaktur zu Saargemünd geschaffen. Die patriarchalische Organisation der Familien, die nacheinander die Leitung übernahmen, und das Know-how der Arbeiter, der Aufschwung und danach der wirtschaftliche Rückgang der Fayence-Manufaktur haben die Stadt und ihre Einwohner stark geprägt. In dieser Mühle vermitteln uns die Männer und Frauen aus Saargemünd nicht nur die Erinnerung an ihre Arbeit und ihre Techniken, sondern erzählen uns die Entstehungsgeschichte einer modernen Industrie. Im Jahre 1825 kaufte Paul Utzschneider, der Direktor der in vollem Aufschwung befindlichen Fayence-Manufaktur, eine kleine, an den Ufern der Blies gelegene Mühle. Sehr bald wandelte er sie in eine Steinmühle um und richtete sie besonders für die Herstellung von Keramikmassen ein. Im Jahre 1841 erhielt sein Nachfolger Alexandre de Geiger die Genehmigung, dort eine Turbine einzubauen. 1851 wurde das Gebäude erweitert, um eine zweite Turbine einzubauen, die das alte Schaufelrad ersetzte. Seit dieser Zeit, vor 1,5 Jahrhunderten, hat die Bliesmühle ihr Aussehen nicht mehr verändert.
Das dreistöckige Bruchsteingebäude weist eine Länge von 44 Metern und eine Breite von 10 Metern auf. Innen gibt es wenig Zwischenwände. Jedes Stockwerk besteht aus einer großen offenen Halle. Erfüllt vom unaufhörlichen Lärm der zahllosen Antriebsriemen und Wellen gewann die Mühle die Energie aus dem Fluss und leitete sie bis ins oberste Stockwerk des Gebäudes. Der Rohstoff nahm ebenfalls seinen Weg durch dieses Labyrinth nach oben, um dann, als ob er von dieser gewaltigen Maschinerie verschluckt würde, über die verschiedenen Verarbeitungsphasen wieder nach unten zu gelangen. Nach dem Verlassen der Mühle wurde der veredelte Stoff mit der Eisenbahn zu einem Lastkahn befördert, der ihn danach zu den Produktionsstätten brachte. Um die geringe Stromstärke auszugleichen, waren die Turbinen sehr groß. Im dunklen Keller versteckt, lieferten sie der Mühle ihre ganze Energie. Mittels eines Kegelradgetriebes wurde die Kraft entlang einer horizontalen Antriebswelle verteilt. Danach verteilte ein komplexes System von Getrieben, Riemen und Wellen die Energie auf die Maschine. Um 1900 wurde die Mühle elektrifiziert. Über ein System von Riemen und Umlenkscheiben wurde ein Wechselstromgenerator an den zentralen Antrieb angeschlossen. Die Rohstoffe kamen in kleinen Waggons über Stege in der Mühle an. Ein Steg verband das erste Stockwerk mit dem offenen Gebäude, das den Kalzinierofen und den Kollagang beherbergte. Der andere Steg verband das zweite Stockwerk mit den Lagerschuppen. Primitive Lastenaufzüge, die aus Holz und Gittern gebaut waren, ermöglichten die Beförderung der Rollwagen zwischen den einzelnen Stockwerken. In der großen Halle im ersten Stock zerkleinerten Trommellastmühlen die Rohstoffe sehr fein. Sie wurden über Ketten oder Lederriemen, die mit dem Hauptantrieb verbunden waren, angetrieben. Befüllt wurden sie unter Ausnutzung der Schwerkraft über Trichter, die in jedem Stockwerk angebracht waren. Im zweiten Stock liefen die kegelstummförmigen Rollwagen auf Eco-Schienen und entleerten sich durch ein ausziehbares Schubfach in die Trommellastmühle. Eine pumpengespeiste Zisterne versorgte diese Mühle mit Wasser. Im Erdgeschoss zerkleinerten zwei Kollergänge, die auf einer gemauerten Grundplatte ruhten, die Scherben und den Felsspalt. Nach dem Verlassen der Kollergänge fielen die Materialien auf eine Holzkrone und danach in Behälter, die sie in ein großes kegelstummförmiges Sieb enthielten. Die fein zerkleinerten Produkte fielen direkt in einen Rollwagen, wohin die schlecht zerkleinerten Stücke wieder vor die Läufer fielen. Die Kollergänge wurden über ein System von Getrieben, Riemenscheiben und Riemen mit Strom versorgt. In der Nähe der Kollergänge ermöglichte ein Plattenbrecher ein erstes Zerkleinern der Feldspatlücke. Immer noch im Erdgeschoss waren 4 kleine Trommellastmühlen über Riemen mit dem Hauptantrieb verbunden. Sie dienten der Zubereitung der Glasuren. In der Nähe sorgte eine Filterpresse für die Entwässerung der Farben vor ihrer Beförderung in die anderen Werke der Fayencemanufaktur. Heute beherbergt die Mühle alle Phasen der Herstellung, während in ihrer Blütezeit hier nur eine der Fertigungsetappen vor sich ging. Die Mühle, die auf diese Art wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt wurde, erzählt uns eine Geschichte von Erde und Feuer, reich an Wissen und voller Leidenschaft, die Geschichte der Männer und Frauen aus der Fayencemanufaktur Saargemünd.
Ville frontière Alors là, traversée par nous les mettons le terres texte habitables, en français Sarreguemines qui est explique le une moulin de la Blise. révolution industrielle. Dès l'aube du XIXe siècle, les propriétaires fonciers et les paysans ont répondu à l'appel des machines à vapeur. Ils sont devenus capitaines d'industrie et ouvriers. Ensemble, ils ont créé la faïencerie de Sarreguemines. L'organisation paternaliste des familles dirigeantes successives et le savoir-faire des ouvriers, la prospérité puis le déclin économique de la faïencerie ont profondément marqué la ville et ses habitants. Dans ce moulin, les hommes et les femmes de Sarreguemines ne nous transmettent pas seulement la mémoire de leur travail et de leur technique. Ils nous donnent à voir le récit d'une histoire industrielle moderne. En 1825, Paul Hutschneider, le directeur de la faïencerie en pleine expansion, achète un petit moulin situé sur les bords de la Blise. Bientôt, il le convertit en moulin à cailloutage et le spécialise dans la fabrication de pâtes à faïence. En 1841, son successeur, Alexandre de Geiger, obtient l'autorisation d'y établir une turbine. En 1851, le bâtiment est prolongé pour y installer une seconde turbine qui remplace la vieille roue à eau. Depuis cette époque, il y a un siècle et demi, le moulin de la Blise n'a plus changé d'aspect. Construit en pierre de taille sur 3 étages, le bâtiment mesure 44 mètres de long et 10 mètres de large. L'intérieur est peu cloisonné. Chaque étage forme un grand hall ouvert. Habité par le vacarme incessant d'une forêt de courroies et d'arbres de transmission, le moulin captait l'énergie de la rivière et la guidait jusqu'en haut du bâtiment. La matière première suivait son chemin le long du même enchevêtrement complexe. Puis, comme si elle avait été digérée par cette énorme machinerie, elle redescendait au travers des différentes étapes d'affinage. À la sortie du moulin, la matière transformée suivait le chemin de fer jusqu'à une péniche, qui l'emportait ensuite vers les ateliers de fabrication. Pour compenser la faiblesse du courant, les turbines étaient de grande dimension. Tapie dans l'ombre des sous-sols, elle fournissait toute son énergie au moulin. Avec l'intermédiaire d'un engrenage conique, la force motrice était distribuée par un arbre de transmission horizontale. Ensuite, un système complexe d'engrenage, de courroies et d'arbres répartissait l'énergie entre les machines. Vers 1900, le moulin a été électrifié. Un alternateur a été raccordé à la transmission centrale par un système de courroies et de renvoi. Les matières premières arrivaient au moulin dans de petits wagons en suivant des passerelles. Une passerelle reliait le premier étage à la bâtisse ouverte abritant le four à calciner et la meule verticale à galets. L'autre passerelle reliait le deuxième étage au hangar de stockage. Des monte-charges rudimentaires, construits en bois et en grillage, permettaient d'acheminer les wagonnets entre les étages. Dans le grand hall du premier étage, des broyeurs de type Halsing écrasaient finement les matières premières. Ils étaient actionnés par un système de chaînes ou de courroies en cuir reliées à la transmission centrale. On les remplissait par gravité à travers des trémies situés à chaque étage. Au second étage, les wagonnets circulaient sur des rails de coquille. De forme trombonique, ils se vidaient dans les broyeurs par un tiroir amovible. Une citerne, alimentée par une pompe, fournissait de l'eau aux broyeurs. Au rez-de-chaussée, deux meules verticales reposant sur une sol en pierre maçonnée broyaient le biscuit et le feldspath.
À la sortie des meules, les matières tombaient sur une couronne en bois, puis dans des godets qui les déposaient sur un grand tamis tremblant. Les produits fins tombaient directement dans un wagonnet, alors que les morceaux mal concassés retombaient sur la meule. Les meules étaient alimentées en énergie par un système d'engrenage, de poulies et de courroies. Près de la meule, un broyeur à mâchoire assurait un premier concassage des blocs de feldspar. Toujours au rez-de-chaussée, on préparait des émaux avec 4 petits broyeurs à zinc, reliés à la transmission centrale par des courroies. À proximité, un filtre presse permettait de raffermir les couleurs avant leur transport vers les autres usines de la faïencerie. Aujourd'hui, le moulin réunit tous les aspects de la fabrication de la faïence, alors qu'à l'époque de sa pleine activité, il en constituait seulement une étape. Ainsi réaménagé, il nous raconte une histoire de terre et de feu, pleine de savoir-faire et de passion, celle des hommes et des femmes de la faïencerie de Saint-Denis. Alors là, nous allons encore vous montrer le premier étage. Et là, nous allons encore remplir la bouteille d'eau. Parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui, alors il faut beaucoup boire.
Rez-de-chaussée. Portes ouvertes. Fermeture des portes. Deuxième étage. Portes ouvertes. Fermeture des portes. Rez-de-chaussée. Portes ouvertes. Alors là, nous allons encore vous montrer un peu le reste du moulin de la Blise et du jardin des faïenciers. Alors là, comme vous pouvez voir, ils ont même, je crois, du matériel stocké pour faire la poterie et, tout, et le porcelaine, ce qu'elle est vraiment magnifique. Et même là-bas, vous pouvez voir de jolies roses et fleurs, qu'elle est vraiment magnifique. Et là, nous allons encore nous mettre un peu à l'ombre, parce qu'aujourd'hui il fait vraiment chaud. Il faut se mettre le maximum à l'ombre et boire un petit coup. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir là, nous allons boire encore un petit coup.
Bon, c'est la fin de cette vidéo. Likez, commentez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.